Christine Le Biengraphe, avocate associée en droit de la régulation et en droit de l'énergie, en charge du pôle transition énergétique chez Hogan Lovells, vous présente son podcast. Interrogée par Elliot du cabinet Lichter, Christine retrace les principales étapes de son parcours et revient sur les enjeux énergétiques et environnementaux auxquels nous faisons face. Bonjour Christine. L'objectif de ce podcast aujourd'hui, ça va être de revenir sur votre carrière et évoquer un petit peu les différentes vies professionnelles que vous avez pu avoir. On va également, bien évidemment, revenir sur les enjeux environnementaux et énergétiques du moment. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez commencer par vous présenter en quelques mots pour nos spectateurs ? Avec plaisir. Je suis Christine Le Biengraphe. Aujourd'hui, je suis avocat d'affaires dans un cabinet international, après avoir été pendant 12 ans dans un cabinet français. Et je développe une pratique qui est finalement concentrée sur l'efficacité énergétique et sur la transition énergétique. L'idée étant d'avoir rassemblé autour de moi, dans mon équipe, toute une compétence, des talents autour de ce sujet qui est à la fois extrêmement motivant sur le plan social et extrêmement complexe en réalité sur le plan technique. Cette pratique, elle est très originale sur le marché parisien parce que nous sommes très très peu à avoir développé cette spécialité, et c'est une spécialité qui est évidemment extrêmement vaste, hein. Comme vous le savez, la transition énergétique et l'énergie de manière générale irrigue aujourd'hui, c'est une problématique qui irrigue tous les secteurs, hein. Ça ne concerne pas que les énergéticiens, mais bien tous les pans de l'économie qui sont confrontés à ces problématiques. Et donc ça nous donne une visibilité à la fois nationale et internationale sur ce marché, et ça nous permet de suivre évidemment des opérations très importantes et très intéressantes. D'accord. Bon, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard sur vos équipes et les sujets que vous abordez au quotidien. Dans un premier temps, on va revenir sur votre carrière. Alors, vous commencez en tant que professeur de philosophie, puis en 1996, vous intégrez l'ENA. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette transition vers l'administration ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la philosophie, c'est plutôt une discipline académique qui ne mène pas nécessairement au service de l'État et de l'administration. Mais j'avais finalement eu la chance de croiser dans ma carrière et notamment dans mon enseignement à l'Institut de sciences politiques de Paris énormément d'élèves qui se destinaient à ce service de l'État. Et finalement, à la fois leur passion pour ce service et leur talent, le caractère très pluridisciplinaire en réalité de leur formation me semblait bien résonner avec la formation philosophique, qui est une formation, évidemment, comme vous le savez, extrêmement généraliste, et m'a donné envie de passer le concours de l'ENA, sachant que ce concours, évidemment, il est ouvert aussi aux fonctionnaires, pas simplement aux jeunes étudiants, mais aux fonctionnaires qui ont 10 ans de service public, au travers d'une préparation donc, à laquelle j'ai pu accéder après un premier concours. Et donc, je me suis ensuite consacrée à la découverte de disciplines qui n'étaient pas du tout les miennes, le droit bien sûr, l'économie, les finances publiques, les questions internationales, etc., etc. Donc une formation extrêmement riche et la rencontre avec finalement des élèves qui, comme moi, avaient envie d'appliquer un savoir initial, une formation académique initiale, au service beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus technique de l'État, l'État étant une école d'application, comme vous le savez, donc une école dans laquelle on n'apprend pas de matière économique, mais on met sa formation au service opérationnel de l'État. D'accord. Du coup, vous avez étudié énormément de sujets politiques. Est-ce que vous vous spécialisez dans certains domaines pendant ces 2 années à l'ENA ? Alors, on ne se spécialise pas, puisque le principe de l'ENA, lorsque j'ai passé cette école, elle a beaucoup changé depuis, et il y a eu évidemment beaucoup de réformes, mais le principe, c'est qu'on choisissait son employeur à la sortie, donc on choisissait en fonction de son rang de classement, et non pas de sa préférence pour telle ou telle matière. Et par suite, il ne fallait pas, évidemment, au sein de l'école, se spécialiser. Moi, ma spécificité, c'est que j'étais rentrée à l'école par la voie de l'option économique, qui était la petite option. Il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'ENA par la voie juridique. Moi, j'avais choisi l'économie parce que ça me donnait évidemment envie de comprendre les grands mécanismes qui régissent le monde, et notamment d'avoir un recul particulièrement important et historique sur les grands équilibres économiques mondiaux. D'accord.
Très clair. Donc énormément de disciplines différentes. Ensuite, suite à l'ENA, du coup, vous intégrez le Conseil d'État en tant que maître des requêtes. Qu'est-ce que vous retenez de ces années passées là-bas au Conseil d'État? Le Conseil d'État, c'est une institution magnifique, c'est une maison incroyable, avec des talents extraordinaires, beaucoup de hauts fonctionnaires qui, par ailleurs, ont fait une carrière à l'extérieur du Conseil d'État, dans des ministères, que ce soit au niveau de l'administration centrale ou que ce soit dans des postes territoriaux. Beaucoup de mes collègues du Conseil d'État avaient eu l'occasion d'occuper des fonctions préfectorales, par exemple, et pas simplement des fonctions de directeur d'administration centrale. Donc, j'ai d'abord découvert mon métier, un métier qui est le métier de juriste. Comme j'aime l'économie, j'aime le droit public économique. Donc, c'était pour moi le choix du Conseil d'État s'est imposé avec cette évidence d'avoir cette synthèse entre la bonne connaissance de la règle juridique et la bonne connaissance des mécanismes de l'économie. Et j'ai appris mon métier pendant un peu plus de 4 ans dans cette maison, avec plutôt une première rencontre avec le droit de la régulation, puisque j'étais dans une sous-section qui était spécialisée dans la régulation de l'audiovisuel. Donc j'ai eu ma première expérience de la régulation au sein de cette sous-section. Et par ailleurs, je me suis spécialisée assez vite dans cette sous-section sur les sujets de responsabilité de l'État. D'accord. L'engagement de sa responsabilité, ce qu'il doit en termes d'indemnité potentiellement aux citoyens lorsqu'il commet au travers d'une administration, quelle qu'elle soit, une faute de nature à engager sa responsabilité. Suite à ces 4 années, vous intégrez le gouvernement, je me le suis noté, en tant que directrice adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique. Puis vous avez un passage au ministère de la Culture en tant que secrétaire général. Donc tout ça, c'est entre 2003 et 2008. Est-ce que vous avez certains dossiers emblématiques qui vous ont un petit peu marqué de cette période-là que vous pourriez nous évoquer? J'en ai plein. C'est difficile de choisir le premier poste que j'ai eu la chance d'occuper, puisque évidemment dans une carrière, comme vous le savez, il y a 90% de chance. Quand on demandait à Napoléon s'il fallait nommer tel ou tel général, il disait a-t-il de la chance? Voilà. Ça résume bien, et il faut rester évidemment modeste au regard de ces carrières. Donc j'ai eu la chance d'intégrer les services du Premier ministre au sein de la Direction générale de la fonction publique à un moment où cette direction était à Matignon. Depuis, elle a été déplacée à Bercy, au ministère des Finances. Donc c'est une chance incroyable parce que c'est une direction qui est totalement interministérielle. Enfin, il y a des fonctionnaires dans tous les ministères, bien sûr. Donc ça m'a permis de connaître l'appareil de l'État évidemment en détail, de connaître tous les directeurs d'administration centrale et de participer à bon nombre de réunions à Matignon. Si je retiens simplement 2 dossiers emblématiques, le premier, ça a été la privatisation de France Télécom. Comme vous le savez, c'est un gros dossier à l'époque où il y a eu plusieurs, évidemment, bon, je recommence. À cette époque... Non, tout va bien, j'ai mon café. D'accord. Ouais. Séquence sur Matignon? Ouais. Pas du tout. Donc j'ai eu la chance d'intégrer un des services du Premier ministre, qui était la Direction générale de la fonction publique, service qui à l'époque était placé dans les services du Premier ministre et qui depuis a rejoint le ministère des Finances, avec cette chance incroyable d'être auprès du Premier ministre, plongé dans la machine d'arbitrage du Premier ministre, qu'on appelle effectivement la machine interministérielle, et de m'occuper d'une multitude de dossiers, puisqu'il n'y a pas vraiment un dossier au sein de l'État qui ne concerne pas de près ou de loin les fonctionnaires. Et la fonction publique, c'est-à-dire finalement la Direction générale de la fonction publique, c'est un peu la DRH Group de l'État. Le Premier ministre, il avait 2 leviers pour intervenir. Il avait les hommes que je représentais, et il a évidemment les finances publiques. Donc ces 2 leviers doivent se parler et doivent travailler ensemble. Donc parmi les dossiers emblématiques, il y en a évidemment énormément d'autres que j'oublie, mais il y en avait 2 qui m'ont marqué. Il y a la privatisation de France Télécom. Comme vous le savez, au moment d'une privatisation,
on se pose nécessairement la question du statut des individus qui travaillent au service de l'entreprise qu'on doit privatiser. Là, en l'occurrence, c'était une entreprise publique, donc c'était des fonctionnaires. Voilà, et donc on ne peut pas, évidemment, ne pas être attentif au sort des fonctionnaires. Donc ça a été une négociation assez complexe avec le Conseil d'État pour faire valider cette loi, puis avec le Conseil constitutionnel, de convaincre à la fois le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qu'il était possible de maintenir, à titre transitoire bien sûr, des fonctionnaires chez France Télécom. Je dis à titre transitoire puisque évidemment c'était les fonctionnaires en place à France Télécom, les nouveaux salariés de France Télécom qui étaient recrutés postérieurement à la loi ayant un statut de salarié de droit privé. Donc un statut protecteur, mais qui n'empêchait pas la privatisation de cette entreprise. Donc bon équilibre entre les enjeux de la privatisation et les enjeux de protection des fonctionnaires. Le deuxième grand dossier très important et qui a été très chronophage, qui m'a pris beaucoup de temps, c'était évidemment l'une des premières grandes réformes des retraites, puisque avec François Fillon à l'époque et Jean-Paul Delevoye, l'enjeu était de faire une première retraite qui permet d'équilibrer les comptes, évidemment, des régimes de retraite, mais qui permettent surtout, c'était une réforme structurelle, d'introduire des convergences entre le statut des salariés du privé et le statut des salariés du public. C'était une très forte revendication de la CFDT qui explique que la CFDT a signé un protocole d'accord avec l'État. C'était une grande victoire, la première fois que ça arrivait dans l'État, qu'un grand syndicat fédéral signe un tel protocole d'accord et qui correspondait effectivement à ce souhait qu'a la CFDT. C'est une position constante de la CFDT que de rapprocher les statuts du privé et les statuts du public, ce qui favorise très grandement aussi les carrières mixtes, qu'on appelle aujourd'hui de nos voeux, en permettant aux fonctionnaires d'aller travailler dans le privé et puis aussi de revenir éventuellement ensuite dans le public. Alors, suite à cette expérience ministérielle, vous intégrez la commission de régulation de l'énergie en tant que directrice générale. Comment se fait cette transition? Qu'est-ce qui vous motive à intégrer cette commission? Et qu'est-ce que vous retenez de vos années là-bas? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la régulation avant l'énergie, d'une certaine manière, puisque, évidemment, j'ai, au Conseil d'État, découvert la régulation de l'audiovisuel. J'ai, entre mes deux postes, occupé les fonctions de secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, qui est un ministère, évidemment, où on régule le secteur de l'audiovisuel. Et j'ai ensuite eu la chance d'intégrer la commission de régulation de l'énergie, où j'ai découvert, évidemment, en même temps que la régulation, un secteur qui est le secteur de l'énergie, et c'est un secteur qui m'intéressait énormément. Il m'a toujours intéressée parce que j'ai toujours eu une certaine passion pour l'industrie, et c'est un secteur industriel tout à fait étonnant, et qui, par ailleurs, était évidemment en pleine mutation. Alors, des mutations qui étaient plus lentes que dans d'autres secteurs. À l'époque, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans l'Internet ou dans les télécommunications et qui me regardaient d'un air un peu apitoyé lorsque je leur ai dit que j'allais travailler dans le secteur de l'énergie, parce que le rythme des innovations, évidemment, était bien moins soutenu dans l'énergie que dans ces autres secteurs. Mais très, très vite, j'ai trouvé que c'était un secteur, évidemment, tout à fait passionnant, un secteur très régalien, avec des enjeux, évidemment, politiques majeurs, et qui connaissait des innovations absolument fondamentales, avec des paliers qui n'ont cessé depuis de s'accélérer. Quand je suis arrivée, c'était l'époque des premiers tarifs sur les énergies renouvelables, donc qui, évidemment, depuis, ont essaimé sous une multiple forme, commencé par l'éolien, ensuite le solaire, et aujourd'hui, vous connaissez le rythme de déploiement de ces technologies sur le territoire national et de manière générale en Europe et dans le monde. C'était les premières discussions avec Renault sur la batterie du véhicule électrique. Donc, effectivement, le constructeur automobile découvrait l'existence du réseau, puisque ça devenait un élément déterminant de son business model. Est-ce que je vais réussir à recharger la batterie? Je ne peux pas la recharger tout le temps. Bah non. Je ne peux pas la recharger au rythme que je veux. Bah non. Voilà. Donc, des contraintes assez importantes. C'était l'émergence de la digitalisation des réseaux électriques, qui est toujours d'ailleurs une révolution. Avant, les réseaux électriques étaient muets. Il fallait attendre le passage du releveur du compteur pour savoir quel était le montant de cette facture. Aujourd'hui, vous avez effectivement, grâce au compteur Linky notamment, un réseau qui parle et un réseau qui renvoie des informations à un pas de temps qui est évidemment extrêmement rapide et qui permet
à la fois au gestionnaire de réseau d'établir votre facture en quasi-temps temps réel, et puis à vous de faire des tas de choses sans vous déplacer et sans attendre voilà, l'excellent releveur du compteur pour savoir combien vous allez payer d'électricité voilà, le mois qui vient. Ok, d'accord. Donc, une période vraiment charnière dans la politique énergétique française. Suite à ça, en 2012, vous devenez avocate sans avoir besoin de passer le barreau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se fait? Oui, alors on peut devenir avocat de plein de manières. Évidemment, la voie royale et la voie la plus importante, c'est le passage de l'examen du barreau. Mais il y a aussi des possibilités de prêter serment et de devenir avocat sans avoir passé le barreau, notamment quand on a exercé des métiers juridiques pendant plus de 10 ans. Et c'était mon cas en tant que membre du Conseil d'État. Donc j'ai pu effectivement devenir avocat après avoir prêté serment. Je suis devenue avocat en 2012, d'abord dans un cabinet français extrêmement réputé sur la place de Paris, Depardieu-Brocamaffei, un grand cabinet d'affaires qui n'avait pas de pratique droit public, droit de l'énergie. Donc l'enjeu pour moi, c'était effectivement de créer cette pratique qui n'existait d'ailleurs pas en tant que telle non plus dans d'autres cabinets, et de la créer à partir de rien, puisqu'il n'y avait pas déjà une sorte de fonds de commerce, des clients, etc. Donc c'était un beau challenge que j'ai pu relever grâce évidemment au soutien de mon cabinet, grâce au recrutement d'une équipe, et qui m'a permis assez vite de déployer ces compétences grâce aux confiances différentes, aux différents types de confiances qui m'ont été octroyées à l'époque, et notamment grâce à la fidélité d'un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui encore mes clients et qui m'ont permis d'avoir mes premiers dossiers. Donc j'ai eu la chance d'avoir un premier dossier lorsque je suis arrivée dans ce cabinet, qui m'a été confié par Total, à l'époque Total, maintenant Total Énergie, et qui était la vente d'un gestionnaire de réseau de transport et de stockage dans le sud-ouest, TIGF à l'époque, aujourd'hui Terega. Ça a été une chance très importante pour moi, incroyable même, d'avoir la possibilité de démarrer mon métier sur un aussi gros dossier, puisque c'est un dossier évidemment qui était financièrement extrêmement important et extrêmement structurant aussi pour la stratégie de Total, parce que Total souhaitait se désengager des infrastructures. Et d'ailleurs, cette stratégie est toujours valable aujourd'hui. Total ne veut pas s'impliquer dans la gestion d'infrastructures, pour des raisons d'ailleurs de régulation. Et ce dossier m'a donné une très grande visibilité, puisqu'il m'a permis de rencontrer à peu près tous les acteurs de la place, tous les banquiers, tous les potentiels acheteurs, avec lesquels j'ai tissé ensuite évidemment des liens professionnels importants, prometteurs, et qui m'ont permis petit à petit de développer cette clientèle qui n'existait pas et qui est venue assez rapidement. D'ailleurs, je m'étais donné 2 ans pour constituer cette clientèle, et au bout de 2 ans, pour la première fois, quelqu'un m'a appelé qui ne me connaissait pas directement, mais qui avait entendu parler de moi. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça marche. D'accord, ça marche. Ouais. Très clairement, très clairement. Voilà. Du coup, un premier dossier très marquant. Est-ce que vous en avez peut-être un ou deux autres qui ont été impactants dans la trajectoire de votre carrière par la suite dans ce cabinet? Oui, il y en a énormément, hein. Alors après, les dossiers dont on se rappelle, dont on se souvient, sont pas nécessairement les dossiers les plus emblématiques de l'année, mais sont des dossiers qui vous font découvrir aussi un sujet juridique complexe, qui vous font aussi comprendre quelque chose de l'industrie, de la manière dont elle fonctionne et de la manière dont elle se développe. Je pense à cet égard que pour moi, les grands dossiers marquants ont été les dossiers très complexes juridiquement. On peut citer l'ouverture du capital de RTE, qui était un dossier extrêmement important et qui m'a permis de travailler avec la Caisse des dépôts, notamment avec des acteurs donc institutionnels, et de préparer également le financement des actifs de démantèlement des centrales nucléaires, puisque c'est dans ce cadre que cette ouverture a été effectuée. Je pense aussi aux très grands contentieux, puisque les contentieux sont aussi des événements marquants. J'ai plaidé il y a quelques années pour la filière solaire, face à une décision du gouvernement de diminuer drastiquement les grands tarifs de l'obligation d'achat solaire, les premiers qui avaient été accordés à la filière, et qui
si cette décision avait été poursuivie, n'avait pas été annulée par le Conseil d'État, aurait mis effectivement en danger l'équilibre économique d'un certain nombre de centrales. Là, le dossier était marquant. Pourquoi ? Parce que c'est toute la filière qui m'a confié, d'une certaine manière, son destin. Clairement. Et ce n'est pas du tout, évidemment, indifférent. Alors, ça a à la fois un poids, mais aussi une très forte motivation pour gagner un contentieux que de savoir qu'elle aura un enjeu de place vraiment extrêmement important. Dans les dossiers évidemment importants aussi, il y a les dossiers où on est en première ligne avec l'Europe. Dans les négociations, comme vous le savez, évidemment, le secteur de l'énergie, même si les mix énergétiques des pays ne sont pas communautarisés, chacun choisit son mix énergétique, il n'en demeure pas moins que les politiques énergétiques sont étroitement surveillées par Bruxelles et que, s'agissant de politiques qui sont très largement subventionnées, eh bien, on est très souvent en première ligne pour des clients face à la DG Comp, donc la direction qui s'occupe de effectivement tous ces sujets concurrence, que ce soit en demande de subvention ou que ce soit en enquête sur des aides d'État. Voilà. Et donc, je retiendrai de ces dernières années vraiment des dossiers très emblématiques de demande de subvention sur des projets d'intérêt commun communautaire, que ce soit des projets de demande de subvention pour soutenir la constitution d'une filière française de batteries électriques qui puisse être innovante et reposer sur des technologies qui ne sont pas celles de l'industrie chinoise, qui est la technologie du lithium-ion, ou encore des notifications dans le cadre de cette même procédure, pour soutenir des projets de décarbonation. Comme vous le savez, le grand enjeu pour l'industrie française, c'est de se décarboner et donc de recevoir à cet effet des subventions pour mettre en place les technologies innovantes qui permettent la décarbonation, que ce soit des technologies de remplacement du gaz par de l'hydrogène, que ce soit d'autres technologies d'électrification des procédés industriels. Toutes ces technologies d'innovation sont centrales dans le modèle économique du secteur de l'énergie. Et ces subventions sont absolument indispensables pour les acteurs afin de leur permettre de lancer des projets qui, sinon, ne seraient pas finançables puisqu'ils ne sont pas immédiatement rentables. Ok. Bon, on va revenir plus en profondeur sur ces projets européens en termes de transition énergétique. Ma dernière question sur votre carrière, ce serait un petit peu sur Hogan Lovells. Est-ce que vous pouvez présenter ce cabinet et votre activité depuis un an à la tête du pôle transition énergétique ? Nous présenter peut-être votre équipe aussi. Oui. Donc, le cabinet Hogan Lovells, c'est un cabinet d'abord américain. Hein. Hogan, c'est une grande marque américaine. C'est un cabinet qui m'a tout de suite plu. Pourquoi ? Parce que c'est un cabinet de Washington. Ce n'est pas un cabinet financier. C'est un cabinet dans lequel le droit public, le droit des affaires publiques, évidemment à l'américaine, est central. C'est l'ADN du cabinet et c'est mon ADN. Donc je me retrouvais dans un cabinet dont le cœur de métier était ma pratique. Et puis, c'est un cabinet qui est très soucieux des sujets de régulation, grand spécialiste des sujets de santé à l'international, mais aussi d'énergie, avec une très grosse équipe d'énergie et qui a placé la transition énergétique au cœur de ses priorités pour les 20 prochaines années. Lovells, c'est un cabinet britannique, donc Hogan a décidé de s'implanter en Europe plutôt en rachetant un cabinet qui avait déjà des implantations un petit peu partout en Europe. Et ça, c'est une grande chance et un grand levier pour ma pratique, puisque, comme on le disait tout à l'heure, la transition énergétique, c'est un enjeu énorme pour l'Europe de manière générale. Et le fait d'avoir donc la quasi-totalité des bureaux européens, des associés qui font la même chose que moi, est évidemment un très fort levier. Ça nous permet de faire des choses ensemble, ça nous permet de compléter nos expertises respectives, ça nous permet de démultiplier nos forces sur des projets où on a besoin de beaucoup de support juridique, et ça nous permet de faire énormément d'acquisitions, de deals, qui sont des deals internationaux en réalité. Pour ça, j'ai une équipe de 6 personnes, donc avec une de mes collaboratrices les plus seniors, Laure Rosenblick, qui est devenue associée à l'occasion de cette transition vers Hogan Lovells.
Et puis, j'ai 4 autres collaborateurs avec des niveaux de seniorité différents, mais qui sont tous excellents et complètement impliqués dans les sujets que nous abordons. Comme vous le savez, on passe beaucoup de temps au travail, et donc il faut que son travail ait un sens. Et je trouve que l'un des grands avantages, évidemment, des sujets que nous traitons, c'est qu'ils ne sont jamais dépourvus de signification. Ils ont des enjeux sociétaux, comme on dit aujourd'hui, extrêmement importants, et nous avons l'impression de participer à la construction d'un avenir qui sera quand même très très différent du passé que nous avons connu. En effet, en effet. Bah, du coup, très clair, on a un petit peu un aperçu de votre parcours à travers ces 15 minutes. On va maintenant passer à la stratégie énergétique française, européenne, pour aborder un petit peu les enjeux actuels. On a tous en tête février 2022, lorsque la Russie, alors principal fournisseur de gaz auprès de l'Union européenne, envahit l'Ukraine. On a vu que notre stratégie énergétique a été bouleversée depuis. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'impact de cet événement géopolitique sur le monde de l'énergie ? Alors, je dirais qu'il a eu une multitude d'impacts. C'est difficile de les énumérer tous. J'en retiens que quelques-uns qui me semblent les plus forts. D'abord, je pense qu'il a vraiment légitimé les choix de la politique énergétique française. Le choix d'avoir une politique de défense indépendante, d'avoir une attention particulière sur la souveraineté énergétique et sur la diversité de l'approvisionnement, et le choix de donner la priorité à la production de notre propre énergie. Ce choix, il a été fait dans les années 70 au travers du parc électronucléaire. Et comme vous le savez, pendant longtemps, la France a été en butte à une certaine hostilité de ses voisins sur le déploiement de l'énergie nucléaire. Je crois que donc, le premier impact de la guerre en Ukraine a été de légitimer cette stratégie et d'une certaine manière de crever le plafond de verre qui empêchait le développement du nucléaire. Donc ça, pour moi, c'est un élément évidemment fondamental. Ça, c'est un élément très positif. Le deuxième élément très positif, c'est que en prenant conscience de nos dépendances, nous avons aussi compris que la souveraineté consiste moins à être indépendant qu'à choisir nos dépendances. Et la réflexion sur la relocalisation de ce qui nous semble indispensable aujourd'hui au fonctionnement de notre économie, elle avait commencé sous le Covid, je dirais, puisque, comme vous vous rappelez, on s'était aperçu qu'on ne fabriquait plus de Doliprane sur le territoire national, mais on avait moins la conscience de notre dépendance énergétique, parce qu'il est vrai, nous avions un mix énergétique qui nous rendait moins dépendants des autres, ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne, le pays qui a fait l'expérience, je dirais, presque tragique au sens historique de cette guerre. C'est l'Allemagne qui s'était rendue dépendante du pétrole et du gaz russe. Donc ça, ce sont les effets, je dirais, positifs, les effets en fait d'électrochoc qui vous obligent à repenser qui vous êtes et surtout ce que vous ne voulez pas être en fait, et ce que vous souhaitez devenir. Troisième effet qui, lui, est économiquement en apparence négatif, mais qui peut avoir des effets positifs, ça a été évidemment la très forte inflation des prix, avec une très forte volatilité, des pics de prix extrêmement élevés. Et cette augmentation des prix, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée puisque, comme vous le savez aujourd'hui, si on prend qu'une comparaison avec les États-Unis, notre électricité est au moins 2 fois plus chère qu'aux États-Unis et le gaz 4 fois. Donc ça entraîne nécessairement un déficit de compétitivité pour toute l'industrie européenne. Et ce déficit de compétitivité, il doit être très très vite surmonté. Il doit être très très vite surmonté parce que, évidemment, comme vous le savez, et les premières fermetures d'usines sont arrivées quand même assez rapidement, mais il n'y a pas que les grosses usines qui sont impactées par ce différentiel de prix. Évidemment, c'est elles qui ferment en premier parce que ce sont elles qui sont exposées à la concurrence internationale. Mais dans les ETI ou dans les petites entreprises qui, elles, ne sont pas exposées à la concurrence internationale, le poids de la facture d'électricité
devient un problème. Quand le boulanger vous dit qu'il préfère ne pas ouvrir ou ne pas chauffer son four tous les jours parce qu'il a un problème pour payer sa facture d'électricité, c'est un problème. Donc l'impact, évidemment, il est négatif, mais de cet impact négatif, je pense, l'Europe doit faire une force. Je crois que la Commission européenne a pris conscience de cela. Ces dernières communications sur l'industrie montrent qu'elle comprend que la compétitivité, évidemment, de l'Europe passera d'abord par la capacité à restaurer des prix qui permettent à son industrie d'être compétitif. La Commission européenne fait quelques grandes propositions qui, pour le moment, sont un petit peu vagues. Renforcer les interconnexions pour que chaque pays puisse aller chercher en Europe la production la moins chère. Un certain nombre de mesures qui sont liées au prix du carbone, notamment, sont évidemment nécessairement à regarder. Bon. Pour le moment, je dirais, c'est plutôt un recyclage d'idées plutôt que des annonces sous la forme de scoop. Mais en tout cas, cette compréhension que la compétitivité repose sur le prix de l'énergie et que d'une certaine manière, pendant des années, grâce au bas prix du pétrole russe, l'industrie allemande a bénéficié d'une compétitivité favorable par rapport à l'industrie française, qui était une compétitivité légèrement factice, puisqu'elle n'était pas liée à la qualité même des produits ou à la capacité d'innovation de l'industrie, mais bien uniquement à ce différentiel de compétitivité, doit nous réveiller. Le quatrième impact, me semble-t-il, et celui-là aussi extrêmement important, ça a été de révéler à l'Europe qu'elle doit changer, je dirais, de logiciel concurrentiel. Qu'elle doit changer de logiciel concurrentiel puisque, et c'est abondamment retracé, je crois, aujourd'hui dans les rapports d'Enrico Letta et de Mario Draghi, le logiciel concurrentiel de la Commission européenne, en fait, c'est un logiciel qui confond la concurrence et la consommation. L'obsession de la Commission européenne dans la construction du marché unique, c'est de faire baisser les prix pour le consommateur. Ce n'est pas de se poser la question de la compétitivité du producteur. Et donc, c'est une concurrence qui, finalement, à trop se centrer sur le consommateur, perd de vue que la politique de la concurrence, elle doit aussi permettre, ou elle doit aussi s'harmoniser avec une politique industrielle. Empêcher des fusions de grands groupes au motif que ces fusions créent des concentrations qui peuvent être dommageables aux consommateurs, c'est oublier que dans un monde ou dans des échanges économiques qui sont mondialisés, surtout lorsque reviennent les politiques de puissance, il est nécessaire d'avoir des champions européens et donc des entreprises d'une taille critique qui ne doivent pas abuser de cette taille critique, évidemment, pour faire augmenter les prix ou pour rendre le client captif, telle n'est pas l'idée, mais qui doivent avoir une taille critique telle qu'elles puissent résister dans un environnement concurrentiel où la taille critique devient évidemment une condition de la compétitivité. L'Europe a d'autres éléments de compétitivité. Ce n'est pas toujours compris par certains. La compétitivité, c'est un ensemble. Vous avez la compétitivité prix, on vient d'en parler. Vous avez là aussi la compétitivité hors prix. Avoir des services publics performants, des services collectifs qui fonctionnent. Je pense que Elon Musk serait bien évidemment avisé de relire la théorie économique de la compétitivité. Avoir des réseaux de transport d'énergie qui sont résilients, qui sont capables de piloter à distance l'intermittence des renouvelables, ce qui est le cas en Europe, d'avoir des écoles d'ingénieurs, des écoles de fonctionnaires, où les gens sont bien formés, être en capacité de mettre le service public à la disposition de l'économie. Tout ça, ce sont des déterminants essentiels de la compétitivité qui sont moins visibles, bien sûr, qui sont une forme de compétitivité cachée. Mais lorsque vous êtes un industriel, eh bien, vous regardez ces éléments. Vous ne vous installez pas dans un pays où vous avez des coupures d'électricité. Vous ne vous installez pas dans un pays où vous ne pouvez pas vous raccorder au réseau électrique parce qu'il est déficient, parce qu'il est saturé. Vous ne vous installez pas dans un pays où vous ne trouvez pas une main-d'œuvre qualifiée.
quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'il s'agisse des fonctions de back-office ou des fonctions plus opérationnelles. Vous ne vous installez pas dans un pays où les fonctionnaires sont corrompus. Donc tous ces éléments, évidemment, pour moi, sont des éléments essentiels. Et Dieu sait que l'Europe possède cette compétitivité hors prix. C'est pourquoi le rapport de Mario Draghi a raison, hein, me semble-t-il, met l'accent ou fait de longs développements autour de l'innovation. C'est par l'innovation que nous réussirons à résister, notamment à la Chine, et à sa force de frappe liée à l'importance de sa population, liée à sa capacité de déployer très très vite des outils industriels performants, de s'approprier évidemment les innovations des autres également. Donc pour moi, c'est finalement l'électrochoc. Et je passe sous silence, évidemment, l'électrochoc lié à l'industrie de défense, à la nécessité de renforcer la défense européenne. Mais l'électrochoc sur l'économie, eh bien, il a été positif d'une certaine manière. Et il faut, comme au judo, hein, évidemment, retourner l'adversaire en utilisant cette conscience qui a été la nôtre, me semble-t-il, au début de la guerre en Ukraine et qui continue à être la nôtre en raison de cette guerre. De nos faiblesses, mais aussi de la capacité à préserver des atouts. Parce que c'est maintenant ou jamais, comme dit le rapport Draghi, hein, il n'est pas trop tard dans un certain nombre de secteurs, peut-être dans certains autres, il est trop tard. Mais en tout cas, c'est maintenant ou jamais. Et donc, il faut que nous nous mobilisions avec la claire conscience de nos faiblesses et la claire conscience de nos forces. Clairement. Alors l'un des leviers pour assurer cette compétitivité de l'Europe ou de la France, c'est le nucléaire. Oui. On l'a vu, on le comprend ces dernières années. Alors si on revient un petit peu sur les 10 dernières années, sous François Hollande en 2015, il y a une loi de la transition énergétique qui est votée qui prévoit de diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique français. On en est clairement revenu de cette stratégie, surtout depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On se souvient notamment du discours de Belfort. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette stratégie nucléaire de la France de ces dernières années ? Et oui, quel est votre point de vue sur cette stratégie ? Je crois que le discours de Belfort, pour moi, a été évidemment un événement comme il y en a dans l'histoire. L'histoire, c'est une longue continuité de petites décisions. Comme le disait Henry Kissinger, c'est plein de petits déséquilibres dynamiques qui, à la fin, produisent potentiellement un effet positif. Je crois que le discours de Belfort, c'est pas un petit déséquilibre dynamique, c'est vraiment une rupture. C'est-à-dire, nous avons un atout, nous avons un avantage compétitif qui est le nucléaire, et il faut développer cet avantage compétitif. Il faut développer cet avantage compétitif, pourquoi ? Parce que sans nucléaire, il n'y a pas de transition énergétique. Donc pendant longtemps, une certaine frange, d'ailleurs, les avis à l'intérieur de cette frange peuvent être divergents, mais une certaine frange, je dirais, des écologistes a considéré que le nucléaire, c'était le diable, qu'il fallait s'en débarrasser. Le premier tournant a été de considérer que pour faire la transition énergétique, et c'est l'accord de Paris, il faut se donner un objectif, mais un objectif clair. L'objectif clair, c'est la lutte contre les émissions de CO2, parce que c'est ça qui crée les désordres climatiques. Dès lors que l'ennemi était clairement désigné, on peut développer une politique. Le deuxième tournant pour moi, c'est la prise de conscience par l'opinion publique française d'abord, et ça a préparé la possibilité du discours de Belfort, que de ce point de vue, l'énergie nucléaire est indispensable à la lutte contre le changement climatique parce que c'est une énergie qui ne produit pas de CO2. Voilà. Et donc, si notre objectif, c'est de contenir le réchauffement climatique et d'empêcher les émissions de CO2, il faut nécessairement faire le pari du nucléaire. La deuxième prise de conscience rendue possible par le discours de Belfort, c'est que dans un mix énergétique équilibré, mais dans un mix énergétique qui doit anticiper l'électrification des usages, le développement du véhicule électrique, la décarbonation du transport, la décarbonation de l'industrie. Si on veut effectivement décarboner notamment l'acier, le plastique, pour ne pas que ces industries aillent s'installer ailleurs, ce qu'on appelle le carbon leakage, dans des pays qui sont beaucoup moins regardants sur la réglementation climatique, ce qui serait évidemment désastreux pour la planète, mais qu'on veut garder ces industries sur le sol national, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, tout en
évidemment les décarbonant, les rendant climato-compatibles, si je puis dire, il faut les électrifier. C'est la seule solution, c'est l'électrification. Si on veut pouvoir rester dans la concurrence internationale sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on construise des data centers qui vont eux aussi consommer beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc tout ça suppose que le mix énergétique puisse répondre à ces défis du futur. Et la seule possibilité pour le mix énergétique équilibré, composé pour grande partie d'ENR à 50%, mais aussi à 50% de nucléaire, il faut développer le nucléaire et il faut développer le nouveau nucléaire, puisque évidemment on a un parc qui certes peut être prolongé, sans doute plus que ce qu'on imaginait. On a imaginé d'abord prolonger de 10 ans, on pense qu'on pourra le prolonger au moins de 20 ans. L'ASN n'est pas opposée à le regarder, mais en tout cas ça supposera évidemment des travaux importants, ce qu'on appelle un grand carénage dans le langage des spécialistes. Mais en tout cas ce parc-là, il est efficace. Il a connu évidemment des difficultés techniques. On se rappellera évidemment de la corrosion, mais il les a surmontées. Donc aujourd'hui, on a un parc qui produit beaucoup d'électricité et qui fonctionne bien. Donc il faudra un nouveau parc qui prenne le relais. Toute la question aujourd'hui de la construction de ce nouveau parc, c'est son coût. C'est comment on va le financer. En général, il n'y a que deux modes de financement. Soit c'est le consommateur qui finance, soit c'est le contribuable. Et au final, c'est la même personne. Voilà. Donc, de même que nos parents et nos grands-parents ont financé le parc électronucléaire des années 70, nous allons évidemment, et nos enfants, financer le parc du futur. Pour pouvoir le construire, il faut avoir les compétences. Donc, vous savez qu'on a un enjeu très important, là aussi, de filière. Est-ce qu'on a encore les techniciens suffisamment bien formés? Est-ce qu'on a les spécialistes? Parce que pendant longtemps, une opposition à l'énergie nucléaire en elle-même, le tabou d'un débat public apaisé sur le nucléaire a détourné tout un ensemble de jeunes de cette filière, de celui du soudeur jusqu'à l'ingénieur. Il faut reconstituer cette filière. Ce sera sans doute difficile. Je pense que c'est pas du tout une tâche aisée. Mais elle est en train d'être mise en route, des formations, une université, EDF envisage évidemment et se projette dans le futur sur les besoins de recrutement, la typologie des formations à mettre en place aussi dans les lycées techniques ou dans les écoles d'ingénieurs pour assurer cette formation. Donc tout ça est en route. Moi, je suis plutôt optimiste de nature. Je pense que le pessimisme, c'est bien pour les gens paresseux. Vous savez, quand vous dites voilà, ça va pas marcher, ou c'est le destin. C'est ce que Leibniz appelle la raison paresseuse. C'est effectivement le plus facile. Plus facile, c'est d'être pessimiste, et puis en plus, souvent, vous avez raison. Parce que souvent, la réalité donne raison aux pessimistes. Mais moi, je suis optimiste parce que je pense que l'optimisme, c'est la racine d'une politique de l'action. Et sans pessimisme, vous n'agissez pas. Donc, il faut être optimiste et il faut se mobiliser très vite. Il faut se mobiliser très vite parce que les échéances en matière de nucléaire vont être en réalité relativement courtes. Si nous voulons avoir un parc performant capable de répondre aux défis de l'accroissement des usages électriques, on en a parlé pour le véhicule, on n'a pas parlé beaucoup des pompes à chaleur, mais évidemment les pompes à chaleur font partie de l'équation. Si on doit réduire l'usage du gaz dans le chauffage notamment, il faudra développer d'autres modalités de chauffage, donc notamment les pompes à chaleur. Il faudra aussi développer la climatisation dans un scénario à plus 4 degrés, qui n'était pas le scénario de l'accord de Paris. Il faudra non seulement avoir des réseaux de chaleur, mais des réseaux de froid. Donc tout ça suppose une mobilisation entière de la société française et surtout une posture de l'Europe qui est encore, à mon avis, trop lente dans la prise en compte de ces enjeux. Il y a encore trop de discussions autour du fait de savoir si le nucléaire entre ou pas dans la définition du bas carbone. Ces querelles presque métaphysiques. On a l'impression d'assister à la querelle entre les franciscains et les dominicains dans effectivement le nom de la rose. Est-ce qu'il n'est plus temps de se demander si Jésus était propriétaire ou pas de ses sandales? Il est temps effectivement de se dire le mix énergétique doit être diversifié. Nous avons des atouts en Europe pour nous rendre indépendants des grands pays. Aujourd'hui, l'Europe
importe 50% de son gaz GNL, c'est du GNL bien sûr, aux États-Unis. Donc cette dépendance ne peut pas être durable dans le temps, sans coût induit pour l'économie française très important. Donc il faut effectivement pousser l'Europe à sortir de cet atermoiement autour du nucléaire. Il y a plusieurs pays, comme vous le savez, qui se mobilisent sur ces sujets, que ce soit sur des gros réacteurs ou que ce soit sur les petits réacteurs modulaires, qui ne répondront pas aux mêmes usages, qui évidemment n'ont pas du tout le même design, ni les mêmes coûts. On verra au final effectivement si ces petits réacteurs ont leur place dans le système. En tout cas, c'est une manière effectivement extrêmement prometteuse de penser le nucléaire. On a d'autres technologies que effectivement la fission. On a le succès de toute l'équipe de recherche de Cadarache, qui a été assez peu commentée en fait dans les journaux, mais qui a un succès incroyable pour l'avenir de cette technologie et pour les équipes françaises qui travaillent depuis des années sur ce beau projet. Voilà, donc tout ça doit nous rendre assez confiants dans l'avenir, non pas naïfs, nous ne le sommes pas. Je crois que si nous l'avons été, à la fois le Covid et la guerre en Ukraine nous a débarrassés de notre naïveté, mais en tout cas nous sommes à la fois optimistes et confiants, il faut être optimiste et confiant dans l'avenir. D'accord. Est-ce que vous êtes optimiste aussi quand on regarde le marché des énergies renouvelables, quand on voit la domination, le leadership que la Chine a pris, premièrement dans le solaire, puis dans l'éolien et dans les voitures électriques. Comment est-ce que l'Europe peut faire face à cette domination chinoise dans le renouvelable ? Ça sera difficile. Déjà, premièrement, est-ce que l'Europe peut encore faire face vu l'avance prise par la Chine et si oui, comment Alors, c'est une question assez redoutable. Je crois que ce que les Européens n'avaient pas anticipé, en réalité, c'est la capacité de la Chine à être en avance à peu près dans tous les secteurs qui sont concernés par la transition énergétique. Puisque pendant longtemps, nous avons aussi vécu dans l'illusion que nous étions en avance sur les autres endroits du monde sur cette transition, que certains pays ne souhaitaient pas l'être. Enfin, voilà, je crois qu'effectivement, l'Amérique de Donald Trump ne souhaite pas être leader sur les green tech, on va dire les choses comme ça, mais souhaite plutôt développer son industrie pétrolière et gazière pour des raisons évidentes de prix et de compétitivité aussi de son industrie. Mais nous croyons d'une certaine manière qu'il y avait des usines d'assemblage en Chine, mais que la Chine était très loin derrière nous sur les technologies impliquées par la transition énergétique. Donc déjà, premier temps, nous avons pris conscience que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et ça met directement en danger, évidemment, notamment notre avantage compétitif mondial, qui était la fabrication de véhicules électriques. Notre industrie de manufacture automobile, de manière générale, et la fabrication de véhicules électriques. Les Chinois ont développé en quelques temps, vraiment dans un temps très court, des énormes usines avec des technologies extrêmement au point, moins chères que celles que nous avons développées, etc. Voilà. Donc, comment résister à ça ? D'abord, en prenant conscience que là aussi, l'impact carbone de l'activité de l'industrie doit rester notre driver, comme on dit en mauvais franglais. Doit rester évidemment notre objectif. Et qu'une des premières manières de résister à cela, c'est évidemment d'imposer des dispositifs qui permettent de créer des préférences nationales ou en tout cas européennes, en exigeant, notamment dans la commande publique, des achats qui imposent soit un bilan carbone, soit un impact carbone qui favorise la création en France ou en Europe de ces véhicules. Ou en tout cas la prise en compte dans le prix de l'impact carbone des éléments constitutifs de ces véhicules. Ça, je pense que c'est maintenant, même si ça ne se dit pas comme cela, c'est maintenant quelque chose que la Commission européenne a accepté et qu'elle va sans doute développer. Donc ça, c'est une première manière de remettre un petit peu les choses à niveau. La deuxième manière, c'est évidemment mettre en place un marché du carbone qui véritablement valorise la production décarbonée
les contraintes climatiques auxquelles sont soumises nos industriels et auxquelles ne sont pas soumis les industriels chinois. Si ça ne suffit pas, il faut utiliser les outils protectionnistes classiques, c'est-à-dire les droits de douane. On voit bien que c'est évidemment un sujet qui est très à la mode. Chacun, voilà. Alors, les droits de douane, ça marche dans un premier temps. C'est pas vraiment un instrument qui est très, très durable. Il ne faut pas l'utiliser contre ses alliés. Voilà, il faut l'utiliser, évidemment, il faut les utiliser contre ses ennemis. Mais c'est un élément important. Et puis, dernier élément, qui lui est un élément qui voit vers le futur, c'est continuer à être les plus innovants possibles, y compris dans ces secteurs, en renonçant à leur imposer ce que j'appelle moi des réglementations falaises, c'est-à-dire des réglementations falaises qui consistent à leur imposer des sanctions brutales du jour au lendemain, qui consistent à leur imposer des normes toujours plus contraignantes du jour au lendemain. Donc on voit bien qu'il y a en ce moment, notamment sur l'automobile, et je pense que c'est le secteur le plus emblématique, des discussions avec la Commission européenne pour repousser dans le temps des échéances qui de toute façon ne seront pas tenables, ou pour diminuer des sanctions qui auraient été totalement disproportionnées par rapport à la situation de compétition dans laquelle se trouve évidemment cette industrie face à la puissance économique chinoise qui est majeure. Et puis enfin, il y a toute la réglementation qu'on appelle vigilance, c'est-à-dire la réglementation sur le caractère évidemment socialement inégal des économies et les exigences que nous devons avoir sur des produits importés qui peut-être ne respectent pas les mêmes exigences en matière de réglementation sociale que les nôtres, qui peut-être font travailler les ouvriers dans des conditions qui sont tout à fait identiques, on peut le penser, aux nôtres. C'est déjà un élément qu'on peut prendre en compte dans les marchés publics. Quand vous achetez des bus, par exemple, vous pouvez tout à fait prendre en compte l'origine de fabrication de ces bus pour regarder si nous sommes à législation sociale constante ou s'il y a un problème de travail déguisé, de travail des enfants, de mauvaise application d'une réglementation du travail quelconque.